Donc j'ai le plaisir de vous accueillir au nom du président de la Chambre FNIM du Grand Paris, Gilles Récourt de Bourgie, et de ses 2200 adhérents, syndics, transactionnaires et administrateurs de biens, pour cette 55e conférence sur la sécurité depuis 11 ans. Depuis la loi de 1965, les syndics de copropriété doivent gérer votre immeuble pour vous permettre de l'habiter paisiblement. C'est leur rôle numéro 1. Mais ils ne peuvent le faire aujourd'hui que sans votre participation active et la participation d'autres acteurs en matière de sécurité. Et on a globalisé l'ensemble de ces acteurs, de la participation de ces acteurs sous le terme de la chaîne de la sécurité. Nous avons inventé cette formule en l'an 2000. À cet effet, et plus récemment, nous avons signé 3 conventions. La première avec la préfecture de police, le 24 septembre 2010. La seconde avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le 21 mars 2013. Et enfin, très récemment, avec la région de gendarmerie de l'Île-de-France, le 28 février 2014. Alors vous êtes aussi co-acteurs de votre propre sécurité. Mais aujourd'hui, plus qu'hier, cette responsabilité, vous devez l'exercer face à une délinquance plus organisée et plus professionnelle. Je vous invite à lire la parution d'un article dans Parisien d'il y a 2 jours à cet effet. Au-delà des chiffres, force est de constater une recrudescence de la délinquance et des incivilités selon l'état 4001 des services de police et le rapport final de l'enquête de victimation de l'INSEE paru en août 2013. Cette enquête, dont c'est la 6e édition, fait le point sur l'insécurité à laquelle sont confrontés les Franciliens. Riche en enseignements, elle souligne notamment la hausse du sentiment d'insécurité avec la préoccupation sécuritaire qui remonte à 18% et les peurs personnelles à 51,6%. Un Francilien sur 2 ne se sent pas donc en sécurité. Le sentiment d'insécurité, néanmoins, reste bien en dessous de son niveau de 2001. Il faut reconnaître que beaucoup d'efforts ont été faits et le préfet de police, Bernard Boucaud, au cours des lundis de l'ENA le 25 mars 2013, a souligné plusieurs mesures qui devaient être prises et qui sont prises. J'en citerai quelques-unes. La création de 3 zones de sécurité prioritaires à Paris, de 5 zones de sécurité prioritaires en Seine-Saint-Denis, 1 dans le Val-de-Marne et 2 dans les Hauts-de-Seine. Et de plus, a été mise en place la réorganisation des territoires du Grand Paris en 84 arrondissements regroupant 10 millions d'habitants et 7 districts d'intervention. Parce que, comme vous le savez, si vous êtes venu aux précédentes conférences, la préfecture de police s'est réorganisée depuis un peu plus de 2 ans, couvrant Paris, la première et la première couronne, c'est-à-dire les 3 départements, 92, 93, 94. Ces dispositifs ont pour objectif de répondre aux problèmes de densification urbaine. Vous savez que la loi sur le Grand Paris, qui date d'il y a 4 ans, prévoit la création de 70 000 logements en Île-de-France. Deuxième dispositif, c'est de revoir la sécurité sur le réseau ferroviaire, mais surtout sur les réseaux d'autobus. Enfin, il s'agit d'améliorer la vie quotidienne dans les quartiers, de lutter contre la drogue, qui est le fléau numéro 1 dans notre pays, mais également en Europe, les squats, mais aussi de lutter contre les arnaques sur Internet. Un système de pré-plainte en ligne et plaintes sur rendez-vous ont été mis en place et sont donc très efficaces puisque pendant des années, la population hésitait à aller directement dans les commissariats de police pour déposer plainte. Alors comment combattre les incivilités et les insécurités si on ne va pas déposer plainte? Aujourd'hui, vous pouvez le faire directement sur Internet et vous avez un rendez-vous dans les 48 heures. On ne peut pas faire mieux. Et on peut féliciter les organisateurs de la préfecture de police d'avoir mis en place ce système.
À la suite de la forte hausse des cambriolages constatée depuis 2009, le gouvernement a mis en place un plan de lutte contre les cambriolages et vols à main armée qui comprend 4 volets au-delà des diagnostics qui ont été faits. Le volet numéro 2 nous concerne, et notamment la mesure numéro 9, qui cible les opérations de sécurité préventive, anti-cambriolage, à mobiliser les réservistes de police et de gendarmerie. Le volet numéro 3, mesure numéro 13, qui concerne les commerçants et la prévention situationnelle, notamment par la mobilisation des 1200 référents et correspondants sécurité. Vous avez un référent à côté de moi. Par le volet numéro 4, mesure numéro 14, qui prévoit le lancement d'une campagne d'information citoyenne sur la sensibilisation à l'appel du 17, c'est-à-dire de police secours. De notre côté, nous avons réalisé un sondage auprès de nos professionnels, syndics de copropriété. Aujourd'hui, nous recouvrons 65% des syndics de copropriété en Île-de-France suite à la fusion de notre organisation avec une autre organisation patronale, afin de savoir quel était le problème numéro 1 auquel ils étaient confrontés dans leurs immeubles. Cela ne va pas vous surprendre, c'est le vandalisme dans les parties communes qui arrive en tête, suivi de très près par les troubles de voisinage. Au quotidien et au-delà des mesures prises, notre responsabilité à chacun est engagée en tant que citoyen pour la non-assistance à personne en danger. Ça vous concerne tous, ça nous concerne tous. En tant que propriétaire bailleur, responsable du comportement du locataire, notamment en cas de troubles du voisinage. Je vous rappelle la loi du 5 mars 2007 dans ce domaine. Vous êtes responsable du comportement de vos locataires. Enfin, en tant que professionnel, et c'est ce que Maître Christian Frémaux va vous expliquer après la diffusion d'un micro-trottoir que nous avons réalisé il y a quelques jours. Je vous remercie déjà de votre attention. Deuxième responsabilité, le conseil syndical, et notamment son président ou sa présidente. Certains me disent « j'ai du temps, je suis à la retraite, j'aime beaucoup le droit, la copropriété ça me plaît, je me fais élire président du conseil syndical ou je suis membre du conseil syndical, et puis je donne des directives au syndic ou même je me passe du syndic et je gère l'immeuble au mieux de ses intérêts. » Attention, je le dis au passage, c'est très bien de faire ça. Il faut naturellement des copropriétaires, membres du conseil syndical. Mais je vous signale qu'il y a une responsabilité juridique. Jusqu'à présent, il n'y avait pas beaucoup de procédures, mais à l'heure actuelle, nos excellents copropriétaires voisins et amis qu'on connaît depuis des années, lorsqu'ils ont une petite difficulté, n'hésitent pas à également poursuivre le conseil syndical, voire le président ou la présidente du conseil syndical à titre personnel, en considérant que tout bénévole qu'il soit, il n'a pas bien fait son travail, il a mal relayé avec le syndic et que ça entraîne un certain nombre de difficultés. Donc, ce sont des problèmes d'ordre général que les tribunaux ont à connaître. Il faut toujours éviter les tribunaux d'une manière générale, et les avocats si possible, comme les médecins d'ailleurs. Mais il faut le savoir, ce monde de la copropriété est un monde difficile et un monde de droit. En matière de sécurité, naturellement, encore plus. Car les problèmes de sécurité, vous l'avez vu, sont des problèmes élémentaires. Quand on pose la question, est-ce que lors de l'Assemblée générale, vous avez autorisé les policiers ou les gendarmes à pénétrer dans l'immeuble en cas d'urgence, voire les pompiers, parce que les pompiers vont nous expliquer les problèmes qu'ils rencontrent. Souvent, les gens ne connaissent pas cette obligation, en tous les cas, cette possibilité, ou ont voté non, ça ne sert à rien, on est chez nous, on n'a pas besoin de gendarmes, on n'a pas besoin de policiers, on n'a pas besoin de caméras. Naturellement, il y a aussi des problèmes de caméras dans les parties communes. Autrement dit, la sécurité, on la fait nous-mêmes. Et lorsqu'il y a une difficulté, eh bien, les professionnels ne peuvent pas intervenir ou interviennent avec des difficultés ou dans un temps trop long, et ça pose un certain nombre de problèmes. Autrement dit, et je termine parce que je pense être dans les 10 minutes, en tous les cas je l'espère, la responsabilité en matière de sécurité ou de droit d'une manière générale dans les immeubles est partagée. Elle n'est pas l'apanage, malheureusement pour lui, uniquement du syndic.
Le syndic n'est pas automatiquement ni responsable de tout. Chacun d'entre nous avons un rôle à jouer, a le devoir de participer, pas simplement dire « moi je paye mes charges », « moi je me comporte normalement », « moi je reste chez moi sans faire de bruit », c'est très bien, mais s'il y a une difficulté, il faut que tout le monde y participe. Et surtout, il ne faut pas non plus participer à l'insécurité ou au désordre. Et je termine là-dessus en reliant avec le gardien. Il y avait dans un immeuble, et c'est bien connu maintenant, un certain nombre de copropriétaires qui n'avaient pas aimé la désignation du gardien. Ils s'entendaient mal avec lui, mal au tel point qu'ils sont venus à se bagarrer avec lui. Et à se bagarrer sérieusement, puisque le gardien s'est retrouvé quelques jours à l'hôpital avec des griffures, des coups à la tête, etc. On rigole, mais néanmoins c'est vrai. Le gardien a évidemment fait une procédure, il a poursuivi la copropriété représentée par son syndic, j'allais dire jusque-là, c'est normal sur le plan juridique, parce que le syndic, qui est l'employeur, je vous le rappelle, l'employeur, c'est pas le patron du conseil syndical qui est l'employeur, c'est le syndic en droit qui est l'employeur, même si les conseillers syndicaux peuvent donner quelques directives, a été condamné naturellement, mais en même temps, le gardien avait poursuivi les copropriétaires qui, peut-être à juste titre, lui reprochaient un certain nombre d'inactions, qui ont également été condamnés. Alors, la prévention a donc pour but de dissuader le délinquant en rendant son acte plus compliqué. En France, cette théorie a été formalisée en 1995. Elle a été développée de façon un peu plus concrète en août 2002. Et dans l'esprit France, nous y avons ajouté aussi une vocation à faciliter l'alerte et l'intervention des services de police et de secours. Alors, ça se traduit de quelle façon? Sur le plan individuel, la prévention situationnelle comprend des mesures simples qui sont fondées tout simplement sur le bon sens. C'est ce dont vous parlera mon collègue Jean-Luc Beaumenel. En revanche, au niveau collectif, il s'agit pour les planificateurs urbains d'intégrer en amont du dépôt du permis de construire des mesures de sûreté et dans leur plan de construction ou de réaménagement des espaces de vie. Il y a un décret de 2007 enrichi en 2011 qui oblige maintenant les donneurs d'ordre et les maîtres d'œuvre d'intégrer en amont du permis de construire, au même titre les mesures de sécurité pompiers et les mesures d'accessibilité, des mesures de sécurité. Alors, c'est ce que je peux vous donner comme 3 grands principes à retenir pour l'aménagement des espaces qui vous concernent directement pour être vraiment concret. C'est de, premièrement, bien définir votre espace privé afin qu'il n'y ait aucune confusion possible dans l'esprit du délinquant entre l'espace public et le vôtre. Cela permet d'éviter les détournements et les appropriations non souhaitées et cela vous permet de jouir pleinement de votre bien. En effet, quand la délimitation est claire, nette, très précise, c'est la conscience pour le délinquant qu'il entre déjà dans l'illégalité puisqu'il rentre sur un domaine qui n'est pas ouvert à tous et qui est le vôtre. Le deuxième grand principe, c'est de concevoir votre espace de copropriété de manière à ce qu'il ne serve pas la cause des délinquants, c'est-à-dire que votre copropriété soit organisée de telle façon que personne ne puisse y trouver prétexte de s'y perdre, d'y errer et d'y trouver un alibi quelconque ou une bonne raison d'y traîner. Alors pour cela, votre copropriété doit être cohérente, bien logique, évidente, claire, et donc c'est le principe être vu et bien voir, visibilité, un espace bien éclairé, des espaces dégagés qui permettent une sorte d'autocontrôle les uns les autres au sein de la copropriété. Ce sont des espaces bien lisibles, ce que je vous disais, on ne se perd pas dans votre propriété, les cheminements sont clairement définis, on va au local poubelle, on va au parking, on va au hall d'entrée. Et puis, les fonctions de ces espaces également sont bien définies. Le local poubelle sert aux poubelles,
le local, le parking pour les gens qui ont une voiture et qui ont quelque chose à y chercher. Les caves, ce sont les caves. On ne met pas, par exemple, dans un hall d'entrée, un banc. Un hall d'entrée, c'est un lieu de passage. Personne n'a vocation à y stationner. Ça, ce sont des petits conseils simples à mettre en place. Et puis, troisième grand principe, c'est d'installer des dispositifs mécaniques, électroniques, visibles et repérables par tout délinquant potentiel. Ceci a pour vocation de le dissuader. Je voudrais aborder également en quelques minutes les vols sans effraction et notamment les vols commis par ruse ou, autre terme consacré, les vols à la fausse qualité. Le principe, une personne se présente à votre domicile, se signale à l'interphone ou vient taper à votre porte et se présente comme un employé agent EDF ou une personne travaillant pour la mairie ou un spécialiste qui doit intervenir pour un problème de dégâts dans l'immeuble, un pompier, un policier, même nos professions sont également concernées malheureusement par ces vols par ruse. Eh bien, il faut encore une fois être vigilant sur ces contacts. En principe, vous êtes préalablement avisé du déplacement d'un professionnel dans votre résidence, soit parce qu'un courrier a été adressé à l'ensemble des résidents, soit parce qu'il y a eu un affichage. Et donc, vous avez la possibilité de vérifier également auprès du syndic, auprès de la gardienne, auprès d'un voisin, le bien fondé donc des personnes qui se présentent dans vos résidences. Le principe, c'est de ne pas ouvrir à n'importe qui, de s'assurer de la qualité de cette personne, de demander la présentation d'une carte professionnelle ou d'une lettre de mission et de vérifier éventuellement donc, auprès de personnes, si c'est personnel EDF ou de mairie, de ne pas hésiter à vérifier ou à téléphoner ou à dire « je vais vérifier à la mairie, je vais vérifier à EDF » si vous êtes quelqu'un réellement de professionnel. D'accord ? Et de surtout pas laisser rentrer les personnes à domicile. En cas de doute, eh bien, il vaut mieux conduire, en cas de doute, malheureusement, un professionnel que de faire entrer un cambrioleur potentiel chez vous. Si la personne est rentrée, il ne faut pas la laisser se déplacer seule dans les différentes pièces. Il ne faut pas non plus révéler l'emplacement d'objets de valeur. Un professionnel, y compris pour les policiers, n'a pas à vous demander à quel endroit vous déposez vos biens les plus précieux. Ça n'existe pas. Donc il faut ici le rappeler. Et puis il faut bien évidemment, parce que c'est ça qui vise également, ne jamais communiquer ses références bancaires, ses numéros de carte et les codes confidentiels qui y sont associés. Aucun professionnel ne peut malheureusement, bien évidemment, ne peut vous demander ces informations. Ces vols par ruse visent parfois des personnes âgées, malheureusement, ou des personnes isolées, et ces procédés donc doivent faire l'objet d'une attention particulière pour les contrecarrer. Dans tous les cas, en matière d'intrusion dans les immeubles, en matière de cambriolage ou en matière de vol par ruse, eh bien, je vais vous donner le chiffre d'interpellation, le pourcentage d'interpellation réalisé. Ce pourcentage est supérieur à 80%. Le flagrant délit sur les interpellations pour cambriolage sont le fait d'un signalement du voisinage, des gens de la résidence, voisins, gardiennes ou résidents, qui signalent aux forces de l'ordre une situation anormale qui permet aux forces de l'ordre d'intervenir et d'interpeller en flagrant délit. Plus de 80%. Donc en matière de sécurité sur les immeubles d'habitation, vous êtes, professionnels, résidents, propriétaires et copropriétaires, vous êtes des acteurs premiers, incontournables pour nous. Alors pourquoi la mise en place du DAF? Endiguer et prévenir les départs d'incendie. En France, un incendie toutes les 2 minutes. 800 décès par an. 800 décès, c'est quelque chose qui est linéaire depuis quelques années, malheureusement. 70% des incendies mortels ont lieu la nuit. 500 à 600 personnes. L'intoxication par la fumée est la première cause de décès chez les victimes d'incendie. Deuxième cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Il y a beaucoup de parents dans cette salle et de grands-parents. Fonction du DAF. Détecter les fumées émises dès le début de l'incendie, comme vous avez pu le voir dans le film. Émettre immédiatement un signal sonore suffisant. 85 décibels minimum. Le bruit d'une tondeuse ou d'un klaxon de voiture si vous dormez dans votre garage.
Cela doit permettre de réveiller une personne endormie. Quels sont les logements concernés? Grande question. Tous les logements, qu'ils soient nouvellement construits ou existants. Qu'ils se situent dans une maison individuelle ou dans un bâtiment d'habitation collectif, dans un logement foyer, dans une résidence hôtelière à vocation sociale, dans les logements de fonction et dans les locations meublées. L'installation du DAF, grande question, à qui incombe-t-il? Il incombe maintenant au propriétaire du logement, tel qu'il soit, et cela depuis la loi Allure du 24 mars 2014. L'occupant d'un logement, qu'il soit propriétaire ou locataire, doit, en contrepartie, veiller à l'entretien et au bon fonctionnement de cet appareil. Il assure, si nécessité, son remplacement tant qu'il occupe le logement. Les règles de mise en place des DAF, où doit-on les mettre? Premièrement, alors là je vais insister, je vais le répéter 2 fois, il est interdit d'installer des DAF dans les parties communes des immeubles d'habitation collective. Interdit d'installer des DAF dans les parties communes des habitations collectives. Les parties collectives, ce sont toutes les parties d'un bâtiment d'habitation dans lequel vous n'habitez pas. Les escaliers, les volumes de cave, le parc de stationnement, la toiture, pourquoi pas. L'installation des DAF, donc uniquement dans les parties privatives des bâtiments d'habitation, au minimum un détecteur, installé de préférence dans la circulation ou le dégagement desservant les chambres. Toujours fixé en partie haute et loin des sources de chaleur. Donc c'est vrai qu'au niveau du rôle du gardien, dans les copropriétés, son rôle est surtout d'une surveillance, d'appeler la police quand il y a un problème ou d'appeler les pompiers. Dans certains cas, d'aller déposer plainte pour vandalisme quand il y a eu un problème sur l'immeuble ou des tentatives de cambriolage. C'est des soucis qu'on rencontre tous les jours, nous, dans les copropriétés. Et donc, on essaye de former nos gardiens d'immeubles et nos concierges à être vigilants et à pouvoir téléphoner à tout moment à la police ou aux pompiers. Dans certains cas, dans certaines copropriétés, on a même été obligé de poser des caméras, ou une vidéosurveillance. Alors, beaucoup de copropriétaires pensent que c'est des choses impossibles à mettre dans les immeubles, et en réalité, c'est de plus en plus simple, la vidéosurveillance, hein. C'est-à-dire que vous avez besoin au minimum d'1 ou 2 caméras, c'est des caméras en boule, hein, des toutes petites caméras, comme ce que vous voyez à l'extérieur des banques ou quand vous allez tirer de l'argent à la caisse, et vous avez des toutes petites caméras en boule, et ce genre de choses peuvent être posées dans les parties communes des immeubles. Et ces caméras sont branchées à un petit comme magnétoscope et qui enregistrent pendant 30 jours les problèmes dans les parties communes. Et ensuite, ça s'efface automatiquement au bout de 30 jours. Et en réalité, quand on a un souci, dans les 30 jours, on peut aller chercher sur cette caméra, enfin sur l'enregistreur, ce qu'il y a eu et qu'est-ce qu'il y a eu comme problème. Et c'est pas des choses, c'est de moins en moins coûteux. C'est-à-dire qu'avant, on avait ça dans des lieux bien précis ou parce que ça coûtait très très cher. Maintenant, de plus en plus, on en fait. Malheureusement, on a été, nous, obligés d'en mettre dans des copropriétés de Paris et du Val-de-Marne. Et c'est efficace, hein. Depuis qu'on a posé ces caméras, on n'a plus aucun souci. Donc, effectivement, la vidéosurveillance, quand on a fait tout le reste, fermeture de porte, pose de digicode, d'interphone, de vigic, et qu'on est obligé de poser ce genre de matériel, c'est efficace. Donc je voulais vous en parler. Et c'est vrai que dans ces cas-là, le rôle du gardien d'immeuble et du concierge, c'est de surveiller que ça fonctionne, c'est de surveiller que les gens ne rentrent pas n'importe comment dans les copropriétés, de demander, comme on a dit tout à l'heure, les gens qui se présentent avec une fausse qualité,
d'essayer de faire le maximum d'interventions pour qu'il n'y ait pas de cambrioleurs ou de gens qui agressent des copropriétaires ou des occupants. Alors je vais conclure cette conférence. Nous sommes là depuis 1h30 pour ceux qui sont arrivés pile à l'heure. Et je les remercie d'être là depuis 1h30. La conclusion sera très rapide. D'abord, il y a un constat qui doit être fait. Face aux menaces, il faut un apprentissage collectif de prévention. Vous l'avez compris, on peut multiplier les forces de l'ordre, on peut multiplier l'organisation des sapeurs-pompiers en Île-de-France. On peut faire appel à des sociétés, on n'en a pas parlé, mais elles sont importantes, et de plus en plus importantes, les sociétés de prévention. Il y a plus de 150 000 salariés qui font de la sécurité aujourd'hui. C'était inimaginable il y a encore quelques années. Cet apprentissage collectif, il demande des moyens, donc des coûts, donc il faut investir également financièrement dans votre sécurité. Et d'autre part, il faut faire appel à de vrais professionnels de la sécurité. C'est peut-être le point le plus délicat aujourd'hui. Et le commandant Beaumenel l'a bien souligné, il y a beaucoup de gens qui vont vous faire croire qu'ils vont vous aider à mettre en place un système de sécurité et qui ne sont pas vraiment de bons professionnels. Mais surtout, comptez sur vos voisins. La démocratie de palier, les incivilités que l'on rencontre dans les copropriétés, nous, syndics de copropriété, on doit tendre à ce qu'elles disparaissent, c'est notre rôle, et puis c'est notre rôle de par la loi, mais vous également, de votre côté, nous pourrons tous, j'en suis sûr, faire des efforts pour pacifier nos copropriétés. 2 informations pour conclure. Vous pouvez vous procurer ce livre sur la sécurité, qui poursuivra nos échanges. Vous pouvez aller également sur le site lamaisondelimmobilier.org, lamaisondelimmobilier.org. Vous aurez également de nombreux conseils. Et puis vous allez également sur un deuxième site qui est très bien fait, qui s'appelle cplussur.fr. cplussur.fr, c'est le site de la préfecture de police qui vous donne toute la réglementation et toutes les pratiques en matière de sécurité. Comme tous les ans, vous pouvez venir vous former sur ces problèmes-là à l'Académie francilienne de la copropriété. La prochaine conférence aura lieu au mois de septembre. Donc ceux qui souhaitent venir, bien entendu, à titre gracieux, pendant 2 heures, travailler sur les problèmes de sécurité, le demandent sur notre village ou répondent sur une feuille qui vous sera donnée à la fin de cette conférence, à la sortie. Et puis nous nous retrouvons également au Salon de la copropriété lors du second semestre de cette année. Je vous remercie de votre attention et je vous demande d'applaudir les différents intervenants. Merci.